Bien, merci beaucoup Franck Bournois pour cette introduction et à Carole pour cette intervention. Je suis très honoré de pouvoir faire la présentation de ce modèle de santé qui résulte d'un travail de 3 ans, travail d'intelligence collective. Ce que je vous présente, j'en suis le porte-parole, très humble. Ça ne peut pas sortir d'un cerveau. Comme le disait Franck, la santé, c'est un entrelacement de différentes sciences. Et donc, il faut travailler collectivement pour espérer sortir un système de santé qui puisse répondre aux principaux enjeux et surtout qui réponde à un consensus suffisant pour être porté politiquement. Et je crois qu'on a réussi ce défi, c'est-à-dire que vous allez pouvoir en voir peut-être les forces ou les limites, je ne sais pas, vous le direz. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça, on peut l'appliquer demain matin, parce que globalement, ça fait consensus. Et c'est évidemment quelque chose d'important pour pouvoir affirmer que ça peut être le prochain système de santé. Alors, avant de voir ce système, pourquoi est-ce qu'il faut un nouveau modèle ? Alors, je pense qu'ici, on a affaire à des gens qui sont relativement éclairés sur le secteur. Donc, vous en êtes convaincus, mais peut-être certains pas. Donc, moi, ça fait une dizaine d'années que je travaille sur la refonte du modèle social. Souvent, on me demande pourquoi tu veux changer ça ? Il y a 3 raisons pour lesquelles il faut changer notre modèle social. C'est pas qu'il faut le changer, c'est qu'il faut l'adapter à un monde. On a parlé de monde nouveau aux élections de 2017. En effet, le monde a radicalement changé. Donc forcément, il faut adapter les modèles. La première transition, la transition démographique, qu'on connaît tous, mais qui est d'une intensité exceptionnelle qu'on n'a jamais connue dans l'histoire de l'humanité entre 2010 et 2030. Entre 2010 et 2030, vous avez, pour les plus de 60 ans, vous voyez, on passe de 24% à 30%. Alors qu'il a fallu des années, des siècles pour faire vivre les gens après 75 ans. Là, on va passer de 9% à 16% des gens de plus de 75 ans. Bref, il y a quelque chose d'une intensité historique qui se passe. Qu'est-ce que ça change ? Ça change la stratégie. Vous savez que si l'économie a sa place dans le système de santé, c'est qu'en fait, le système de santé, c'est un système de gestion de risque, et que l'économie du risque, c'est un élément extrêmement important dans la réflexion. Bon. Donc, le risque change, la stratégie de gestion de risque change. Okay ? C'est-à-dire d'une intervention en aval, où vous savez que notre système de santé est un système de soins, où on attend que les gens soient malades, et on a été les plus performants au monde pour les soigner, pour médicaliser les territoires et les soigner. Sauf que lorsque vous avez une horde de population qui arrive à un âge où la probabilité d'être malade est très importante, si vous n'agissez pas en amont, le système ne tient pas. Ça, c'est vrai pour tous les risques qui s'allongent, j'y reviendrai. Donc ça change la notion de stratégie, ce vieillissement. On ne peut plus laisser les gens vieillir en mauvaise santé. La santé des bien portants devient aussi importante que la santé des malades dans le nouveau modèle. Deuxième évolution, c'est la transition épidémiologique, mais qui est en fait la transformation du risque. Le risque retraite, qui est maintenant de 25 ans, n'a rien à voir avec le risque retraite d'il y a 40 ans, qui était de moins de 10 ans. Donc on a un allongement du risque dans tous les risques sociaux. Le chômage, c'est pareil. Avec le chômage de longue durée, on ne le traite pas de la même façon qu'on traite le chômage de courte durée. Et là, on ne traite pas des pathologies chroniques comme on traite des pathologies aiguës. 80% des personnes en Europe, dans les pays développés, meurent de pathologies chroniques. Et on voit bien que même dans une pandémie comme celle qu'on a subie, la problématique vient quand même essentiellement des patients qui souffrent de pathologies chroniques et qui en sont affectés, affaiblis dans leur santé. Le changement de stratégie du fait de cette évolution du risque, c'est que d'une gestion à partir de l'offre, il faut en faire une gestion à partir de la demande. Il faut donner les clés du camion aux individus pour avoir une bonne protection sociale. Ça n'a rien d'une lubie libérale ou pas, c'est que les bons systèmes de protection sociale sont ceux qui arment les individus pour les rendre le plus autonomes possible, d'où l'autonomie solidaire, dans la gestion de ce risque.
Et c'est exactement ce qu'on a fait avec le chômage. C'est la première transformation qu'on a réalisée il y a quelques années, il y a 4-5 ans, et qui nous fait aller vers ce nouveau modèle social. C'est que plutôt que de s'acharner sur les gens une fois qu'ils sont au chômage, on s'est dit, mais en fait, si on investissait en amont sur le capital humain des individus avec un plan en compétences de 15 milliards d'euros. Eh bien, en santé, il faut faire un plan en compétences qu'on a estimé à 10 milliards d'euros, de la même façon pour armer les individus dans la gestion de leur santé. La troisième transition, elle est technologique. Ça va être l'objet de la table ronde. Donc là, vous voyez que c'est une évolution par rapport à l'offre. Pour le coup, on était sur une évolution par rapport à la demande. Jusque maintenant, on est sur une évolution par rapport à l'offre. Et c'est grâce à cette hyper-révolution, on appelle ça hyper-révolution, parce que on peut appeler ça les NBIC, tout ce qu'on veut, mais on voit bien que la santé est au carrefour de plusieurs révolutions absolument essentielles. La révolution des biotechnologies, maintenant la révolution génomique, la révolution numérique, la révolution des sciences cognitives, de l'intelligence artificielle, etc. Tout ce qu'on connaît, mais on voit bien que la santé est véritablement au cœur de tout ça. Et c'est cette révolution technologique qui va nous permettre d'apporter les réponses, les outils, les moyens, mais ce ne sont que des moyens, ce n'est pas une fin. Donc il faut savoir dans quel modèle on les applique. Et si on a autant de retard dans la numérisation de notre système de santé, c'est que tant qu'on restera sur l'ancien modèle, on n'arrivera pas à numériser le système. On est quand même d'un archaïsme sur le plan numérique dans le système, malgré les investissements qui sont faits. Mais tant que vous avez un système de médecine de ville d'un côté, d'hôpital de l'autre et de médico-social de l'autre, comment voulez-vous numériser l'ensemble du système, puisqu'on ne part pas du besoin des individus, on part d'une offre qui est hyper cloisonnée. Bon. Bref, on pourrait discuter de ça pendant longtemps. Donc, modèle de 45, conçu dans un monde d'avancée et transition, est devenu inadapté au nouvel environnement. Un nouveau modèle s'impose. Les trois piliers de la nouvelle stratégie, je vais rapidement parce que je les ai abordés. La première, c'est ce qu'on appelle la santé globale. C'est-à-dire qu'on avait un système de soins, il faut passer à un système de santé globale. Vous savez que les déterminants de santé sont à 80% des déterminants non médicaux. Les principaux sont les déterminants économiques et sociaux. Vous avez 40%, 30% des déterminants liés au comportement individuel et 10% des déterminants liés à l'environnement, qualité de vie des gens. Et puis 20%, évidemment, liés au système de soins. Donc en fait, on a un système qui s'acharne sur 20% de ce qui va permettre à la population de rester en bonne santé, mais parce que, encore une fois, on ne considérait que la santé de ceux qui exprimaient ce risque maladie et qui étaient malades. Donc, ce que je disais, la santé des bien portants dans le nouveau modèle, il faut la considérer comme aussi important. C'est une évolution, on le dit beaucoup, décisionnaires politiques, mais autre chose, c'est que c'est la raison pour laquelle il faut quelque part démédicaliser la santé. En général, dès que vous parlez santé à quelqu'un, il dit « Non, mais moi, je n'ai pas fait d'études de médecine ou je ne suis pas... » on en est encore aujourd'hui toujours là. Donc il faut arriver à expliquer. Il est évident qu'un maire, un président de conseil départemental, un président de région, un ministre de l'agriculture, un ministre de l'environnement, ça me fascine toujours d'écouter les écologistes, j'espère qu'il y en a ce soir, qui peuvent vous parler d'une heure d'écologie sans vous dire un mot sur la santé des êtres humains. Je me demande à quoi sert l'environnement si ce n'est pas pour porter la santé des choses. Mais c'est quand même une réalité. J'ai arrêté d'aller les voir en priorité. Je me suis dit, mais ça, c'est la cible prioritaire. Mais vous n'avez pas d'écho. Donc, mon point, c'est de voir qu'il y a une petite révolution culturelle à faire. Avant d'aller sur la technique, il faut vraiment arriver à persuader, ce qui est une évidence, mais il y a cette révolution culturelle à mener que la santé, c'est l'affaire de tous, mais ce n'est pas simplement une affaire de soins. La deuxième, c'est de l'offre à la demande. Je l'ai dit, donc l'individu est au cœur d'un modèle. Alors, ça peut paraître évident, mais vous savez que notre système, depuis 40 ans, c'est pour ça qu'on rationne le nombre de médecins, qu'on rationne les lits, non pas qu'il ne faille pas faire de la rationalisation quelquefois, mais du rationnement de l'offre. Et à chaque fois, on pose la question, on dit, mais qu'est-ce que vous pensez? On a supprimé 75 000 lits depuis 10 ans. C'est épouvantable, ça. Je dis, je sais pas, mais c'est peut-être justifié, mais il faut évaluer le besoin. Mais on le fait sans évaluer le besoin. Et vous savez que les besoins, et c'est un peu comme la démographie, comme c'est quand même basé sur la démographie, c'est une chose que vous pouvez projeter avec une assez grande précision à 20 ou 30 ans. Mais si vous allez voir le ministère de la Santé, vous demandez est-ce que vous pouvez me sortir les besoins de santé de tel ou tel territoire, mais ils vous regardent en disant mais c'est pas le bon ministère. D'accord ? Donc on ne parle pas du tout des besoins, évidemment, dans cette... Là, et de l'État centralisé à la démocratie sanitaire et sociale.
Alors pourquoi il faut aller vers cette démocratie sanitaire et sociale? On va voir qu'il faut renforcer la démocratie politique, représentative, mais il faut aussi réarmer la démocratie participative. D'abord, à partir du moment où vous voulez essayer d'impliquer, de responsabiliser les individus dans leur santé, il vaut mieux leur rendre accessible. On essaie de rendre accessibles les soins. C'est toujours, tout ministre de la Santé se dit « moi, je serai le ministre de l'accès aux soins ». Non, tu es le ministre de l'accès à la santé. Donc, il faut arriver à rendre accessible cette santé par l'éducation, par un certain nombre de choses. Mais si vous voulez responsabiliser les individus, il faut les impliquer dans le management, il faut les impliquer dans la prise de décision. On a bien vu ce que sont devenus les hôpitaux quand on s'est dit, finalement, on va éloigner les professionnels de santé des espaces de décision. En tout cas, l'hôpital public, depuis 10 ans, s'est enorgueilli d'avoir un seul chef, et ce seul chef, c'est le gestionnaire, avec le résultat qu'on voit. Et c'est vrai dans l'hôpital, mais c'est vrai pour la gestion des territoires, c'est vrai pour le système en général. Il faut aller vers une démocratisation des instances de gouvernance. L'autonomie solidaire en santé, j'y reviendrai, je vais vous donner. Alors, en quelques minutes, quels sont les points de bascule? Évidemment, c'est résumé au modèle de santé en quelques minutes, vous voyez la gageure, mais je vais essayer de vous dire qu'est-ce qu'il va faire. La première bascule, c'est de passer d'un service public hospitalier à un service public territorial de santé. Vous savez qu'aujourd'hui, dans la loi, il y a une seule institution qui est reconnue comme délivrant un service public, c'est l'hôpital public. Le reste, le ministère, il ne connaît pas. Comme disait Kissinger, moi j'ai des numéros de téléphone de l'Europe, je ne l'ai pas. Le numéro de téléphone en dehors de l'hôpital public, ça n'existe pas. Ça existe. On l'a vu avec la gestion de la crise sanitaire. Et ce n'est pas une vision idéologique. C'est la façon avec laquelle le système est organisé. D'accord ? C'est qu'il est organisé sur un service public. Et Mme Touraine avait dit d'ailleurs, il faut surtout éliminer tout ce qui n'est pas purement public du service public. Services d'urgence, du privé, ceux qui sont là, on les garde, mais donc ça, c'est une vision idéologique des choses. Mais ce qui n'empêche que le système est là, d'où les EHPAD privés. À partir du moment où vous n'êtes pas dans un service public, les dérives sont quand même plus faciles. Alors, il faut donc évoluer vers un service public territorial de santé délivré par tous les acteurs, publics et privés. On travaille avec des syndicats très, très ancrés dans l'hôpital public. Donc, ce que je vous dis là, encore une fois, n'est pas quelque chose où vous allez vous dire, mais de toute façon, le premier qui dit ça, il se fait tuer. Non, c'est vraiment le sens de l'histoire. Il faut partir des territoires qu'il faut définir. On en a défini 450 de 150 000 personnes, parce que c'est un effet de seuil qui permet de répondre à l'ensemble des besoins. Il faut le même territoire pour l'ensemble des professionnels de santé. Donc vous décloisonnez à partir du territoire de santé. Vous savez qu'aujourd'hui, on a territorialisé depuis 20 ans. Parce qu'on a fait toujours par petits pas. On a été dans la bonne direction. Mais on a gardé ces cloisonnements avec des GHT, des CPTS, des choses. Donc tout le monde reste bien cloisonné. Non, vous avez un territoire de santé qui n'est pas conçu pour les professionnels de santé, qui est conçu pour les citoyens. Vous avez le territoire du Rochelet, du machin. C'est-à-dire qu'il faut que le citoyen inscrive la prise en charge de sa santé dans ce territoire, ce qui change aussi les choses. Et côté offre de santé, vous avez une responsabilité populationnelle du territoire. Si vous êtes praticien hospitalier, vous êtes praticien hospitalier dans un hôpital, mais vous avez la responsabilité pour ce qui est de votre spécialité, de la santé de la population. Donc vous voyez que ça change assez radicalement la chose, parce que d'abord, il faut faire cohabiter le privé et le public, le privé et la fonction publique dans le quotidien des choses. Alors il y a déjà des choses qui se font, donc ça veut dire qu'on pense qu'il faut que les carrières professionnelles à l'hôpital, revoir un petit peu les ordonnances de Bray, ça ne peut pas être emmuré dans l'hôpital. Il faut évidemment que ceux qui le souhaitent puissent conserver le plein temps hospitalier s'ils le veulent, mais puissent aussi avoir 3 jours à l'hôpital, 2 jours à l'extérieur, soit dans le privé, soit sur une initiative entrepreneuriale, soit sur de la santé publique. Bref, il faut complètement adapter les carrières professionnelles, mais y compris pour les professionnels libéraux qui souhaitent diversifier leur activité par rapport à ces territoires. Ces territoires, ils ont des missions de santé publique et des missions de soins. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on les fait fonctionner ? On a imaginé des groupements territoriaux de santé qui ne sont pas des entités administratives. La stratégie et le financement, ça se fait ailleurs. Ce n'est pas l'objet de ces territoires. Ce sont des entités de dialogue, d'échange et de décision.
pour que le pilotage opérationnel se fasse à l'échelle de ces territoires. Ça, c'est une première bascule que l'on propose. Alors, évidemment, on est là pour essayer de synthétiser les choses, mais si je prends l'hôpital, ce n'est pas la fin de la transformation de l'hôpital, le territoire. Même si tout s'inscrit, les cliniques privées, les hôpitaux publics s'inscrivent dans cette logique territoriale. Nous, on s'est plutôt occupé du public parce qu'évidemment, on considère qu'on rend une copie au pouvoir public et il faut faire ce dont doivent s'occuper les pouvoirs publics. Et je ne sais pas de la responsabilité des pouvoirs publics de réorganiser les hôpitaux privés ou la médecine libérale. C'est à eux de se réorganiser dans ce nouveau modèle. Mais l'hôpital public sert à répondre aux besoins du territoire, comme les autres acteurs, mais doit garder aussi une spécificité. On sait bien qu'il y a de la recherche et de l'enseignement aussi qui vont se faire en ville, mais on peut quand même penser, et on le pense, que l'hôpital public reste la tête de pont de cet enseignement et de cette recherche, qui doit, encore une fois, il faut universitariser la médecine de ville. L'hôpital doit revoir complètement sa gouvernance et son management. Ça, c'est des choses qui sont très largement partagées. On sait qu'il faut décentraliser probablement à l'échelle du service. On sait bien que la gestion des ressources, quand elle est décentralisée, est beaucoup plus performante que si vous la gardez centralisée avec un directeur d'hôpital qui n'a en fait aucun pouvoir, puisqu'il a l'ARS au-dessus d'elle, et l'ARS n'a pas de pouvoir parce qu'elle a la direction centrale au-dessus d'elle. C'est des candidats qui proposent l'autonomie de l'hôpital, ce qui est proposé à toutes les campagnes présidentielles. Mais quand on vous dit ça, demandez comment vous faites. Parce que si vous ne refondez pas la chose, vous êtes incapable dans le système actuel de donner la moindre autonomie à l'hôpital public. Donc il y a toute une refonte spécifique à l'hôpital, à la médecine de ville. Évidemment, la question du parcours des patients chroniques, elle est essentielle dans la maîtrise des dépenses. Il y a deux façons de maîtriser les dépenses. Agir en amont. Moins vous avez de gens malades, moins vous allez dépenser en soins. Mais c'est simplement une réallocation de ressources. Parce qu'il faut investir en amont. Pas gratuit, il n'y a pas de miracle. Ce plan de 10 milliards dans le capital humain, c'est un plan d'investissement dans le capital humain. Sauf que si vous réallouez des ressources qui sont uniquement dans le soin, on dépense 70 € par personne en prévention institutionnelle et 3 100 € dans le soin aujourd'hui. Vous voyez le rapport sur les choses. Donc on est assez là-dessus sur les choses. Donc forcément, on ne fait que subir ce vieillissement de la population sur les choses. Donc il faut réallouer pour mieux maîtriser la dépense de soins. Mais dans la dépense de soins, on a une marge d'efficience colossale, puisque quasiment sans organiser les parcours de soins, même s'il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais à l'échelle macro, j'entends, j'ai bien conscience de tout le... Et il y a eu un secteur sur lequel il y a eu un gros travail de fait, dont on s'est largement inspiré, c'est évidemment en cancérologie, avec les plans cancer qui ont permis de structurer une partie. Sauf que là aussi, on s'est arrêté à l'hôpital. Puisque quand ça a été structuré, on a tout structuré à l'hôpital. Donc il faut aussi que le parcours du patient. Donc on suggère parmi d'autres choses, de créer un écosystème humain technologique qui soit le plus adapté au cas de chaque patient. Comment vous faites ? Vous passez par un contrat thérapeutique qui fait qu'au moment du diagnostic, vous avez un contrat thérapeutique qui est passé entre l'assurance maladie, entre le patient et s'il faut son entourage et l'équipe médicale avec un coordinateur médical. Ce contrat comprend évidemment tous les traitements personnalisés des soins, tout ce que doit savoir le patient et les engagements des uns et des autres. D'accord ? Si vous ne signez pas le contrat, ce n'est pas grave, mais vous n'êtes pas remboursé à 100%. Ce qui devrait être la gouvernance, rapidement. Je pense qu'on est tous d'accord qu'il faut un État davantage stratège qui définisse une vraie politique de santé à long terme, ce qui n'est pas le cas. On a aujourd'hui une politique court-termiste sur une base budgétaire. Mais encore, il faut trouver un instrument pour permettre à l'État de le faire. Il y a deux choses à faire. La première, c'est de faire ce qu'on fait en matière de défense ou de sécurité, c'est de faire une loi d'orientation et de programmation à 5 ans qui permette d'avoir un vrai débat politique entre tous les partis politiques et de s'engager sur le long terme sur des objectifs de santé publique, sur un plan d'action, sur un financement. Donc l'État, c'est cette loi d'orientation qui permet véritablement à l'État de s'engager sur le long terme et qui permet aux acteurs d'avoir une visibilité. Pour ça, il faut que l'État soit armé pour voir loin. Ce n'est pas cette kyrielle d'agences qui est sous l'État aujourd'hui qui donne véritablement une capacité à l'État de se projeter sur le long terme. Donc il faut réorganiser les institutions
de santé publique. Donc nous, on propose d'intégrer une bonne partie des institutions existantes dans une agence nationale de santé publique qui est déclinée en région avec les agences régionales de santé, mais qui deviennent des agences régionales de santé publique. D'accord ? Donc là, l'État, il est armé pour protéger la population, qui est sa fonction régalienne, hein, pour, par exemple, bien contrôler les institutions qui doivent être contrôlées, comme les EHPAD, ce dont il n'a absolument pas la capacité aujourd'hui de faire, puisque les ARS sont des institutions de gens tellement omnipotents qui sont responsables d'absolument tout. Mais on sait bien que quand on est responsable d'absolument tout, en général, on n'est pas performant sur grand-chose. Bon, et c'est le problème d'avoir tout donné dans une seule institution. Sans compter que vous avez un déséquilibre entre 3 têtes au national, une seule tête en région, et puis une absence de territoire. Donc on essaie de remettre de l'ordre dans ces institutions, et il y a une délégation de services publics à l'assurance santé, qui est l'assurance maladie que vous connaissez. Donc on peut appeler ça la grande sécu ou une nouvelle sécu. Hein, ce n'est pas 100% de remboursement pour tous. Moi que dans l'équipe, il y en avait qui poussaient à ça, mais c'est évidemment pas ça si on restait dans un modèle à la française. Mais c'est pour le coup une reprise d'autonomie de la sécurité sociale par rapport à l'État, parce que la critique qui a été faite sur la grande sécu en disant c'est l'étatisation, elle est juste si on ne change rien. Mais si vous recréez une vraie délégation de service public en donnant la responsabilité à la sécurité sociale du pilotage opérationnel des soins par la contractualisation avec les professionnels de santé, là vous retrouvez quelque chose qui a du sens. Bon, donc on a été dans le détail de tout ça. La chose pour faire la transition avec la table ronde, ça c'est un point absolument essentiel. Il n'y a pas de services de santé performants sans des services de santé performants, sans une recherche performante et sans une industrie de santé performante. Et en fait, on voit que c'est les 3 pôles d'un grand système de santé qui ont décliné en parallèle en France. On était une référence mondiale dans les 3 domaines au XXe siècle. Et on a, encore une fois, décliné sur les 3 domaines. Donc et ce n'est pas qu'une question d'argent. Clairement, quand on désinvestit dans la recherche médicale, quand vous êtes dans des transformations des paradigmes technologiques, vous passez de la chimie à la biotechnologie et à la génomique, ce n'est pas une très bonne idée. C'est pas une très bonne idée. On est passé de 3,5 milliards à 2,5 milliards dans la recherche. Là, les Allemands sont passés de 3 milliards à 6 milliards. Il arrive une crise qui arrive à innover plus rapidement. Bon, mais ce n'est pas qu'une question d'argent, il y a aussi une réorganisation institutionnelle que je ne vais pas voir là. Il y a évidemment un problème dans toute la cohésion entre les différents acteurs, de la recherche fondamentale publique en grande partie, à la recherche privée, au développement qui, en France, nécessite d'être amélioré. Contrairement à ce qu'on pense, les 80% de nos startups de biotech sont financées par le privé et 80% aux États-Unis sont financées par le public. Le modèle économique de biotechnologie ne résiste pas au modèle d'investissement dans le privé. Donc il faut qu'il y ait des grands fonds publics qui investissent si on veut avoir des startups. Enfin, bon, donc il y a un certain nombre de choses comme ça à revoir. Il y a l'écosystème réglementaire de l'industrie pharmaceutique aujourd'hui qui condamne l'industrie à décliner. Quand vous avez au moins 3 agences qui refont à peu près la même évaluation des médicaments, ce n'est pas très étonnant qu'on met 500 jours pour l'accéder au marché contre 100 jours en Allemagne. Alors on dit, ben non, mais en fait, on va chanter tout ça pour les produits innovants, mais on peut peut-être réformer pour que le système normal permettre d'avoir un accès au marché à 100 jours. Bref, donc il faut revoir tout ça pour refaire de la France une vraie référence dans ces 3 pôles. Et ce n'est pas un doux rêve. Ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que, d'abord, si on l'était au XXe siècle, il n'y a pas de raison qu'on ne le soit pas aujourd'hui. Il n'y a pas 2 siècles qui nous séparent de ça. On a encore ce qu'on appelle les ressources longues. On a les professionnels de santé de qualité, on a les chercheurs de qualité, et on a des industriels, des fleurons industriels. Simplement, il faut aller relativement vite parce que le Covid a été un accélérateur quand même de tout ça. On le voit parmi les professionnels de santé. Beaucoup basculent vers autre chose et on peut perdre quelques professionnels de santé. Il ne faut pas en perdre une quantité trop importante. Sur le plan pour finir avec les bénéfices stratégiques, que ne peut pas apporter le modèle actuel ? Un système de santé, c'est un système qui doit produire du bien-être social pour tous. Pour produire du bien-être social, vous savez qu'on a les inégalités sociales parmi les plus élevées des pays d'Europe.
avec tout l'investissement qu'on met dans la santé. Pourquoi ? Parce que quand vous vous occupez que du soin, les inégalités sociales viennent avant le soin. D'accord ? C'est pas inné de s'occuper de sa santé. D'accord ? Il y a une profonde inégalité dans la capacité individuelle des gens à s'occuper de la santé. Et en général, ça suit les gradients socio-économiques. Donc si vous investissez en amont dans le capital humain, cette théorie du capital humain, ça peut faire partie, moi je pense que dans une chaire, montrer la rentabilité de l'investissement dans le capital humain en santé est un élément très intéressant, qui n'a pas été fait même aux États-Unis, parce que les États-Unis s'intéressent principalement à essayer de baisser le coût des soins et le remboursement des soins, comme il y a un financement très large par les assureurs privés. Bon, c'est un exemple parmi d'autres. La notion de démocratisation de la santé, c'est-à-dire rendre accessible la santé et ne pas que la santé reste uniquement un domaine dans les mains des professionnels de santé, c'est évidemment quelque chose que ne peut pas faire le prochain. Et puis considérer que la santé, c'est un actif économique, ça devient un actif du capital humain. D'abord, la table ronde qui suit va vous montrer comment est-ce que maîtriser ces innovations technologiques on l'a vu, est un des axes de souveraineté d'un pays, mais renforcer l'état de santé de l'ensemble de la population est évidemment aussi, même si ça reste à démontrer scientifiquement, économiquement, il faut le savoir, une source de prospérité économique. Merci, excusez-moi pour avoir débordé un peu.